Bon. Oui, donc les dispositions qui étaient affichées il y a quelques instants sur l'article 25 du règlement Bruxelles 1 bis, et qui reprennent quand même en substance les dispositions antérieures, c'était 23, hein, Bruxelles 1, donne lieu quand même à une jurisprudence assez considérable qui peut être un peu inquiétante d'ailleurs pour les praticiens parce qu'on se dit qu'il y a peut-être justement encore une grande insécurité dans le domaine des clauses attributives de juridiction. Alors du point de vue de droit de l'Union européenne, mais bon, en conclusion on pourra revenir sur l'ensemble du problème. Donc peut-être première décision. Oui, pour rebondir avant d'évoquer cette première décision, je crois qu'il y a là aussi une forme de paradoxe, c'est-à-dire que ce soit la Cour de cassation, que ce soit la Cour de justice, ces juridictions suprêmes insistent systématiquement sur l'idée que la clause attributive est un élément de prévisibilité au service des parties contractantes. Or, on peut être que frappé par le fait qu'il y a effectivement un contentieux extrêmement nourri, aussi bien au plan interne qu'au plan européen, et s'interroger sur la réalité de cette prévisibilité. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des pièges, des dangers importants, ce d'autant que, et pour parler de la Cour de cassation, celle-ci a parfois une jurisprudence, je vais reprendre la formule bien connue des internationalistes, en dents de scie, pour ne pas évoquer presque des sortes de revirements, ce qui, à mon avis, est un vrai défi, non seulement pour les plaideurs, mais je crois aussi et surtout pour les rédacteurs de clauses. Or, on sait bien aujourd'hui que la pratique fait que les rédacteurs ne sont pas toujours les plaideurs, et même le plus souvent, le rédacteur n'est pas le plaideur. Donc, les arrêts qu'on va voir... Il faudra en tirer des conclusions après. Oui. Voilà, les arrêts qu'on va voir maintenant, je dirais, les leçons qui peuvent en être tirées sont aussi bien des leçons pour des rédacteurs de clauses que pour des plaideurs. Bon, le premier arrêt est totalement incompréhensible parce qu'on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire ces différents relatifs à la responsabilité encourue du fait du... Ça a l'air d'être un arrêt important, mais j'avoue que moi ça m'a un peu échappé. Alors c'est un arrêt qui est effectivement l'arrêt CDC, un arrêt très important, en tout cas pour ceux qui s'intéressent au droit de la concurrence, en particulier aux pratiques anticoncurrentielles, et qui pose en fait une question assez simple. Il y a des contrats de distribution qui ont été conclus. Comme très souvent dans les contrats de distribution, il y a une clause attributive de juridiction qui est libellée en substance tout litige né de l'interprétation, de l'application, de la mauvaise application, l'exécution, l'inexécution du contrat est soumis à un juge qui a été désigné. Or, au cas précis, un des co-contractants a été condamné par l'autorité de concurrence pour entente, pour une situation de cartel. Et le demandeur qui souhaite obtenir réparation personnelle des préjudices consécutifs à cette entente, le demandeur se trouve confronté à cette question: est-ce que je dois aller impérativement plaider devant le juge de la clause attributive? Il y a une clause, il y a une clause. Ou est-ce que je peux aller devant un autre juge, par exemple le juge du lieu de survenance du dommage en tant que tel, qui n'est pas nécessairement le même juge. Et la Cour de justice est venue apporter quelques précisions à l'occasion de cette affaire du 21 mai 2015, en disant la chose suivante: la clause attributive de juridiction va pouvoir jouer, mais à la condition que celle-ci, je cite, se réfère aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence. Tout ce qui concerne l'exécution du contrat, ça ne suffit pas. Voilà. La référence au contrat, quand bien même, je dirais, la pratique anticoncurrentielle a pu naître directement ou indirectement à l'occasion de la relation contractuelle, eh bien ceci, la rédaction habituelle de la clause, pour dire les choses simplement, ne suffit pas. Il faut avoir expressément prévu dans la clause que l'on se réfère aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence. Alors l'arrêt, il est extrêmement important, et notamment important dans une perspective française. Pourquoi ? Parce que cet arrêt de la Cour de justice est venu percuter un contentieux qui est aujourd'hui actuellement pendant devant la Cour de cassation. Hibiscus. L'affaire Hibiscus. Et il est venu perturber cette affaire
dans la mesure où il y a déjà eu un premier arrêt de la Cour de cassation, un renvoi devant une cour d'appel, à nouveau la Cour de cassation saisie, et la Cour de cassation, dans son arrêt, alors ça c'est le premier arrêt, 7 octobre 2015, mais il y a un deuxième arrêt du 11 octobre 2017, et la Cour de cassation est venue dire, moi j'ai besoin de comprendre l'arrêt CDC. Pourquoi ? Parce qu'en 2015, voilà, en 2015, alors que l'arrêt CDC a été prononcé pendant le délibéré, c'était pendant le délibéré devant la Cour de cassation, la Cour de cassation a réouvert les débats et a demandé aux parties de s'exprimer. Et elle a tiré des conséquences de l'arrêt CDC, et notamment à propos des clauses d'élection de Ford, des clauses attributives de compétences. Et j'allais dire, mais ça, je dirais, c'est une interprétation personnelle de la solution, j'ai le sentiment que la Cour de cassation a un peu délivré une lecture extensive de ce que dit la Cour de justice, en disant, dès qu'il y a une allégation de méconnaissance du droit de la concurrence, c'est-à-dire un moyen tiré, pour faire simple, d'un ordre public économique, dès qu'il y a une allégation de concurrence, ça neutralise le recours à la clause attributive de juridiction. Ce que dit pas, à mon sens, la Cour de justice, qui dit, s'il y a eu une condamnation au titre du droit de la concurrence, la clause ne pourra jouer que si elle avait prévu ce type d'action. Donc il y a un peu une difficulté d'interprétation qui est posée, et qui, à mon avis, appelle deux remarques ou deux observations. La première remarque, c'est qu'à nouveau, on retrouve la difficulté à laquelle, alors aussi bien d'ailleurs dans l'ordre interne que dans l'ordre international, le juge français et les parties sont confrontés, c'est l'existence de tout cet ordre public économique et le jeu éventuel des clauses attributives de juridiction. Pour parler d'une autre discipline, les pratiques restrictives de concurrence, le fameux article 442.6, un cinquièmement bien connu sur la rupture brutale de relations commerciales établies. De la même manière, la question a été posée à la Cour de cassation, et celle-ci a mis un peu de temps avant de trouver une position. Est-ce que ce type de litige peut aller devant le juge élu ? Et la réponse aujourd'hui est oui. De la même ordre d'idée, est-ce qu'on pourrait échapper au juge étatique et aller devant l'arbitre ? La réponse est aujourd'hui apportée de manière positive. La deuxième question qui est ici aussi posée par ces arrêts, c'est une question relative à la rédaction des clauses. Et c'est là où, je le disais, nos arrêts intéressent aussi bien les plaideurs que les rédacteurs. C'est quelles leçons tirer de l'arrêt du 7 octobre 2015, quelles leçons tirer de l'arrêt CDC du 21 mai 2015 dans la rédaction des clauses. Est-ce que je peux continuer à avoir une clause que je vais appeler un peu type générale, assez vague, qui dit, en gros, les parties conviennent que tout litige né à l'occasion du présent rapport contractuel seront portés devant, par exemple, le tribunal de commerce de Lyon? Ou est-ce qu'effectivement, je dois entrer dans quelque chose qui n'est pas tout à fait habituel chez le rédacteur, en tout cas français, de contrat, c'est-à-dire une liste, et avoir une espèce d'approche catalogue, a fortiori ou souhaité exhaustif, catalogue exhaustif dans lequel je vais dire que les parties conviennent que pour tel type d'action, tel type et tel type d'action, on peut aller, ou on doit aller plus exactement devant un juge élu. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie question qui est posée aux rédacteurs de contrat. Ça permet de souligner que, décidément, je pense que la clause attributive de juridiction n'est pas une clause de style, mais vraiment une clause avec un beau contenu juridique, et que même si c'est stipulé dans les dispositions finales de toutes les conditions générales de vente ou d'achat, les contrats qui peuvent être conclus, bien, même si le rédacteur du contrat est fatigué parce qu'il arrive à la fin de son contrat, il faut être extrêmement attentif. On peut faire un copier-coller. Je pense que la technique du copier-coller a ses limites, on en a ici une très belle preuve, mais je crois aussi que ça pose la question, et là c'est plus la question du plaideur que véritablement celle du rédacteur, comment je vais
ce que j'appelle souvent engendrer un surcontentieux, c'est-à-dire qui sert pas à grand chose, qui sert pas à grand chose, mais qui va me permettre de gagner du temps, beaucoup de temps, c'est-à-dire en fait avoir un contentieux de la compétence avant même d'aborder la question du fond. Et on sait que désormais, en tout cas depuis les nouvelles dispositions des décrets sur les procédures d'appel, toutes ces questions relèvent maintenant de l'appel de droit commun. Il faut c'est qu'on ne va pas arriver à parler de tout. Voilà. Mais non, parce que ça pourrait être très bien de brancher là-dessus. Moi j'ai quand même deux questions, plus exactement. La première, c'est une remarque, parce que en tant que juriste, pas du tout spécialisé du droit de la concurrence, moi ce qui m'avait intéressé dans le premier arrêt Hibiscus, c'est la fameuse question de la clause dite asymétrique, encore appelée potestative. Donc il faut peut-être faire un petit point là-dessus. Il n'y a plus de problème. Voilà, il n'y a plus de problème. Rappelons ce qu'était la clause. Et il y avait une autre société en fait, c'était la société Apple, voilà, c'est ça. C'était Hibiscus contre Apple, et je ne sais pas pourquoi Apple a des relations particulières avec l'Irlande. Oui. Donc ils souhaitaient aller en Irlande, c'est ça. En fait, la clause était rédigée de telle manière qu'elle laissait à l'une des parties, Apple, une assez grande liberté de choix du juge, alors qu'elle obligeait Hibiscus, en position de demandeur, à aller systématiquement et exclusivement devant le juge irlandais. Et ces clauses qu'on appelle asymétriques sont extrêmement fréquentes dans les contrats de commerce international, extrêmement fréquentes notamment dans les contrats avec les institutions bancaires. Et d'ailleurs, d'autres arrêts antérieurs, puisque Hibiscus n'est que, je dirais, la queue de contentieux d'une certaine manière d'affaires antérieures. Et la Cour de cassation avait émis des très fortes réserves à l'égard de ces clauses asymétriques en essayant de développer une argumentation juridique, et c'était dans un premier temps fondé sur la potestativité, ce qui avait été très critiqué, très critiqué, notamment pour une raison, qui est que on était dans un contexte européen, le contexte de l'article 23 du règlement du 22 décembre 2000, du règlement bruxellois. Or, le juge français crée une condition de validité non prévue par les textes. Alors certes, plutôt j'allais dire dans le silence des textes, mais en tout cas non expressément prévue. Et la Cour de cassation il faut lui en rendre hommage, a entendu les critiques qui ont été formulées, et elle est revenue à une lecture qui est fondée, j'allais dire, sur l'esprit de l'article 23, c'est-à-dire l'impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d'élection de fort. Alors je me permets d'insister sur un point, c'est que l'attendu de principe dans cet arrêt Hibiscus du 7 octobre 2015, il est rédigé de telle manière que, à mon sens, il procède d'une idée de grande généralité. Certes, on est dans un contentieux, article 23 du règlement bruxellois, mais interne. Je pense que les solutions sur l'idée de la prévisibilité de la clause d'élection de fort, à mon avis, la leçon vaut aussi pour l'ordre interne. Ça veut dire que dans la rédaction d'une clause attributive de juridiction dans l'ordre interne soumise à l'article 48, donc on suppose, pour pas qu'il y en ait de difficulté, qu'on est dans un litige entre commerçants, je ne vois pas ce qui s'opposerait à ce qu'on mette en place ces clauses asymétriques. Deux, la seule limite de l'asymétrie, c'est de satisfaire un impératif de prévisibilité. C'est peut-être parce que cette idée de la potestativité était fausse au départ, était fautive au départ, donc qu'on le mette en matière internationale, enfin européenne ou pas, ça ne change pas grand-chose. Oui, puis alors, deuxième question, parce que effectivement on a évoqué L442-6.1, qui est peut-être un contentieux plus quotidien pour la plupart d'entre nous, là, on retombe sur cette fameuse question de savoir si on est en matière contractuelle ou pas en matière contractuelle. Enfin, apparemment, au moins, alors est-ce qu'il faut distinguer entre ce qui est interne et ce qui est européen? Si on prévoit une clause selon laquelle la rupture des relations commerciales établies sera de la compétence du tribunal de commerce de Lyon, la clause serait valable? Moi, je pense que la clause serait valable. Même si c'est pas contractuel. Même si c'est pas contractuel, ça en gros, la Cour de cassation dit que c'est pas contractuel. La Cour de cassation dit que ça n'est pas contractuel dans l'ordre interne. La Cour de cassation, alors pas elle, mais en réalité la Cour d'appel de Paris, a tiré les conséquences d'une question préjudicielle qu'elle avait posée à la Cour de justice dans une affaire qui est l'affaire Granarolo, qui a donné lieu à un arrêt prononcé le 14 juillet 2016. Et dans cette affaire, la Cour de justice a dit, mais si cette rupture brutale intervient
à propos de relations commerciales qui sont en réalité des relations contractuelles, fussent-elles tacites. Je n'ai jamais très bien su ce que c'était que des relations contractuelles tacites, mais c'est l'expression qui est utilisée, eh bien l'action est de nature contractuelle. Moi je crois plus fondamentalement qu'on retrouve la logique hibiscus, on retrouve cette idée de prévisibilité, et en fait on retrouve peut-être ce qui sont aujourd'hui les deux bornes de vigilance pour le rédacteur ou le plaideur, c'est bien évidemment la rédaction même de la clause et la prévisibilité. Je ne peux pas faire une clause qui soit une clause imprévisible, donc je ne peux pas dire en gros, alors jusqu'à une logique de... Et la question du consentement. On posera la question ultérieurement de savoir s'il faut un consentement spécial à ce type de clause. Et pour terminer sur Hibiscus, donc le dernier arrêt en date, c'est celui-ci, et au fond, ça y est, alors on rebalance une question préjudicielle. Enfin, exactement. Il y en avait une première, oui? Non. C'était pas une question préjudicielle. Là, on balance une question préjudicielle parce que les Portugais ont joué différemment, c'est ça? Enfin, c'est le prétexte, c'est ça? Je ne sais pas si on peut dire que c'est un prétexte, mais c'est tout à fait exceptionnel. C'est la première fois que je vois la Cour de cassation justifier le renvoi à une question préjudicielle, le renvoi d'une question préjudicielle par elle, ça m'a paru sur le fait qu'il y aurait eu un arrêt, qu'il y a eu un arrêt prononcé par une autre juridiction d'un autre État membre. Alors, personnellement, je m'en félicite, parce que je crois que c'est tout à fait dans l'esprit de la confiance mutuelle, de la coopération loyale que se doivent les juridictions entre elles. Et en se disant, est-ce que je peux, moi, Cour de cassation, avoir une position qui n'est pas celle du juge portugais, et donc, en cas de difficulté de compréhension, non pas des textes, mais ici de compréhension d'un arrêt de la Cour de justice, ce qui est assez classique, la Cour de cassation a dit, je demande une nouvelle interprétation, ou en tout cas une interprétation de ce que la Cour a déjà interprété. On espère y voir plus clair. Je ne voudrais pas paraître très respectueux, mais du point de vue d'un juriste français, voire provincial,